C'est parti. Alors bonjour à tous, on va donc aujourd'hui faire un atelier, nous sommes, nous sommes le 29 octobre 2020, date funeste du reconfinement, a priori c'est pour ce soir. On va donc démarrer le deuxième cours, notre deuxième essai de cours en ligne. Et aujourd'hui on va traiter les données, tout ce qui est le numérique, les zéros, les 1, tout ça. Et puis on va essayer de le faire le plus simplement possible pour que ce soit... Donc c'est un cours qui s'adresse à des débutants. Donc normalement pour ceux qui sont en direct, il y a interaction possible sur la page dont on vous a envoyé le lien qui permet de soit nous appeler, soit nous envoyer un petit SMS, soit d'envoyer un petit message dans la petite boîte prévue à cet effet. Voilà, chers amis, nous démarrons. Alors déjà, on va définir ce qu'est l'informatique. La définition, je l'ai tirée donc de Wikipédia, c'est le traitement automatique de l'information par l'exécution de programmes informatiques par des machines. En fait, des informations. Donc, l'information et des programmes et des machines. Et donc, on va voir comment ces machines, justement, se débrouillent pour traiter l'information. Alors, ce qui est assez étrange, ce qui est assez magique, c'est que tout ça est fait uniquement avec des 0 et des 1. Et justement, c'est ce qu'on va approfondir un petit peu, qui vont nous permettre de comprendre un peu mieux les histoires de taille, les histoires de... Quand on achète un disque dur dans un magasin, ou quand on achète des clés USB, à quoi tout cela correspond. Et donc, on fait marcher, toute cette planète numérique fonctionne avec des 0 et des 1. Donc, l'idée, c'est qu'on va numériser toute information. Que ce soit une image, un texte, une vidéo, il va falloir la numériser, la passer en 0 et en 1. Parce que donc numériser, ça veut dire transformer l'information en 0 et en 1. Donc on a des bidules numériques qui ne comprennent que des 0 et des 1. Donc il va falloir trouver un moyen de transformer toutes nos informations, voilà, comme je disais, en 0 et en 1. Donc on ne va pas rentrer très profondément dans les détails, mais on va essayer quand même de vous comprendre un peu comment ça se passe. Donc, par exemple, une photo, l'idée c'est de pouvoir transformer une photo en un fichier, en fait, c'est un paquet de 0 et de 1. On peut voir ça comme une boîte de 0 et de 1. Donc, tout dans un ordinateur est fichier. C'est un paquet, donc, on va un peu insister, de 0 et de 1. On différencie deux types de fichiers. On va d'un côté avoir les données, les documents, texte, images, son. Vidéo. Des vidéos, oui. Et en fait, on va aussi avoir les programmes. Donc quand vous téléchargez en très gros un programme, ça fait quelque chose. Par exemple, quand sur votre smartphone, vous chargez une application, c'est un programme, ça fait quelque chose. Et ça fait quelque chose sur des données. Les données, ça va plutôt être vos images, enfin vos fichiers personnels. Attends, je fais juste une aparté parce qu'hier, on a un petit peu parlé au troquet numérique de vocabulaire. Et il y a une adhérente qui nous faisait une remarque et qui nous disait à juste titre que ce qui n'est pas simple en informatique, c'est qu'il y a souvent plusieurs mots qui veulent dire la même chose, à peu près la même chose. Et c'est vrai que là, Jérôme parle de programme, mais on parle aussi d'application, souvent plus pour les smartphones, mais une application c'est un programme. On parle aussi de logiciel, un logiciel c'est un programme. En anglais on parle de software. Donc tout ça c'est la même chose. En gros, voilà, tout ça, c'est tout ce qui est application, programme, logiciel, tout ça, c'est des programmes qui font une ou plusieurs choses, quoi. Voilà. Je par termine exemple, cet aparté. Je prends l'exemple, ce serait par exemple un traitement de texte, quand beaucoup connaissent Word ou l'équivalent LibreOffice. Le programme qu'on lance, c'est LibreOffice ou Word, c'est-à-dire c'est le traitement de texte. Après, vos fichiers, ça va être tous les documents que vous faites grâce à ce programme. C'est la différence entre les deux. Donc leurs fonctions sont différentes, mais physiquement, ils ont la même nature. C'est-à-dire qu'effectivement, le programme, enfin, c'est pas juste un fichier, c'est souvent beaucoup plus compliqué, mais enfin, ce sont des fichiers, un ou des fichiers, mais les données aussi. C'est-à-dire que Word, par exemple, c'est des fichiers un fichier qui est le programme.
Je dis des parce que les programmes c'est parfois plus compliqué, ils appellent d'autres sous-programmes et ainsi de suite, mais bon, peu importe, ce sont des fichiers, et sur votre disque vous allez les voir comme les documents qui eux sont de la donnée et qui sont eux aussi des fichiers qui peuvent se retrouver de la même façon dans votre explorateur de fichiers. Donc tout ça, ce sont des paquets de 0 et de 1. Alors au tout début, là vous voyez une photo, c'était la façon de coder. En fait, une information en 0 et 1, c'est comme un interrupteur. C'est-à-dire qu'on dit c'est allumé. Là, il y a plusieurs façons de coder cette information. On peut prendre l'image par exemple d'un interrupteur. Vous pouvez, si vous aviez 10 interrupteurs devant vous, si vous vouliez mettre des 0 et des 1, on pourrait dire bah, l'interrupteur allumé c'est 1, l'interrupteur éteint c'est 0. Bon, ces cartes-là, en fait, là c'était des trous. C'est-à-dire que vous avez des emplacements. S'il y a un trou, c'est 0. S'il n'y a pas de trou, c'est 1. Ou l'inverse. Je ne sais pas comment marcher cela. Mais voilà, l'idée, c'est de toujours arriver à trouver un moyen tout simple de faire oui ou non, 0 ou 1. C'est cette binarité, d'ailleurs on appelle ce langage le binaire, c'est-à-dire il y a deux alternatives. Alors on appelle ça 0 ou 1, vrai ou faux, enfin, mais c'est le binaire parce que juste deux alternatives. Alors aujourd'hui on sait écrire des milliards de zéros, enfin et bien plus même de 0 et de 1 sur des supports électroniques. Donc les supports que vous voyez là, ça a été, alors on voit là un peu les premiers supports. Non, enfin, il n'y a pas les premiers, puisque comme vous avez vu avant, il y avait des choses bien plus archaïques. Il y a eu même des grands disques souples. Là, le plus vieux, je dirais, sur cette image, c'est probablement, si on évite le papier, c'est la disquette. Alors, cette disquette, c'est assez marrant, parce que plus personne n'en a. Et j'avais fait un petit... Non, ça ne marche plus, c'est pas grave. Si vous voyez mon curseur, là, donc l'objet vert, c'est une disquette. Peut-être beaucoup de gens n'en ont même jamais manipulé, mais c'était à un certain moment... c'était le support qui servait. À une époque, on avait des disques un peu plus grands, souples. On appelait ça des floppy disks. Maintenant, après, il y a eu des disquettes comme ça qui étaient plus rigides. Alors, je vous en parle juste parce que c'est, même si aujourd'hui on s'en sert quasiment plus, c'est un motif qu'on retrouve très souvent sur nombre de logiciels qui sert à signifier la fonction de sauvegarde. Si vous utilisez LibreOffice ou des choses comme ça, très souvent la petite icône qui sert pour sauvegarder votre document, ça va être justement cette disquette parce que l'icône est héritée de cette époque-là. Mais ça fait bien longtemps qu'on ne sauvegarde plus sur des disquettes. Après, vous avez des petits éléments comme ça j'imagine que c'est pour, par exemple, des appareils photo numériques. C'est des petites cassettes qui permettent de... Cartes. Des petites cartes, oui, plus exactement, qui permettent de stocker les photos que vous prenez avec un appareil numérique. Tout ça sont des clés USB, ça devient quelque chose d'assez courant. Ou des disques USB, ça je ne sais pas trop ce que c'est. Ouais, ça c'est un lecteur de cartes. Et ici, vous avez un disque dur, c'est ce qu'il y a dans la plupart des ordinateurs. Ça, c'est déjà un disque qui commence un peu à dater. Maintenant, vous avez des disques qui sont des SSD. Enfin bref, tout ça sont des supports, mais ils ont en commun que dans... Et bon, bien sûr, il y a les CD, DVD, et ainsi de suite. Et tout cela, ils ont en commun d'avoir comme information des 0 et des 1. Alors sur ces systèmes-là, ça va être des choses magnétiques. Par exemple, sur un disque laser, ça va être des marques gravées, des tout petits trous qui vont être gravés dans le disque, qui vont créer des pistes. Et toujours avec la même idée d'avoir une information oui ou non, 0 ou 1. Donc voilà, quand on va stocker une information, bah on a des cases. Alors ça peut être des trous sur un CD, ça peut être des emplacements qu'on peut mettre en 0 ou 1 magnétiques sur des disques durs, des clés USB, tout ça. Mais enfin, il faut imaginer ça comme une grille. Vous avez un certain nombre, vous avez un certain espace, un certain nombre de cases pour loger vos 0 et vos 0 et vos 1. Et c'est cette taille-là, c'est la grandeur de cette grille qui en fait est la taille de votre disque dur ou de clé USB quand vous l'achetez. Bon, évidemment, c'est considérablement plus élevé que l'image qu'on a ici, mais c'est juste un nombre de 0 et de 1. Donc, voilà, ce sont des entrepôts d'informations. Donc, vous voyez ici, par exemple, c'est une simple illustration. Quand on écrit une information, on va aller écrire des 0 et des 1 sur les cases disponibles. Quand on écrase, on peut réécrire par-dessus, justement, quand on dit qu'on écrase une information. Ou sinon, on continue, l'ordinateur s'occupe de faire cette chose très compliquée de gérer où sont les 0 et les 1, mais pour vous, vous avez juste à savoir que vous enregistrez un fichier et lui, il fera quelque chose qui est de cet ordre-là. Arrive un moment où voilà, l'espace que vous avez sur votre support, par exemple votre clé USB, elle est pleine. Eh bien c'est à ce moment-là qu'il faudra effacer ou écraser et faire de la place ou acheter une autre clé. C'est pour ça que c'est intéressant de connaître un peu, d'appréhender un peu ce que sont les tailles des fichiers et les tailles des supports. Donc pour cela, on va utiliser des unités, puisque ici, on a vu une petite grille un peu ridicule, puisque les stockages sont des chiffres astronomiques.
L'unité de base, alors pour ça, là c'est un peu du vocabulaire, hein, ça va être un petit peu embêtant, mais ce sont du vocabulaire que vous pouvez retrouver sur les petites étiquettes quand vous achetez dans les rayons de la FNAC ou de chez Darty. C'est souvent cette information-là qui va être mise. Alors, vraiment, l'information de base, c'est le bit, BIT en anglais, qui vaut donc, le bit, c'est 0 ou 1, c'est donc la valeur unitaire. Donc après, c'est comme pour les patates, c'est comme pour les poids de patates, on fait des kilos, et ainsi de suite, on va compter en 1000. Donc vous allez avoir 1 kilobit, c'est 1000 bits, c'est 1000 fois 1000 cases de 0 et de 1. Vous allez voir au-dessus, c'est 1 mégabit, donc c'est 1 mégabit, c'est 1000 kilos, 1 méga, c'est 1000 kilos. Le gigabit, voilà, 1000, à chaque fois on multiplie par 1000. Donc il faut apprendre que le kilo, c'est moins que méga, qui est moins que giga. En gros, je pense que c'est les 3 que vous aurez. Il y en a plein après, mais qui ne concernent pas... Mais c'est vrai que pas grand monde les pour terabits. les clés USB, pour les petites cartes qu'on met dans nos téléphones ou dans nos appareils photo, l'unité la plus courante maintenant, c'est le gigabit. Hein, alors, ou gigaoctet, mais... Je dis un peu des... alors on va voir après que ça, le octet, c'est juste une petite... mais je dis un peu des bêtises, parce qu'effectivement, maintenant, on parle de Tera, parce qu'il y a des disques qui font un Tera, donc si, vous pouvez rencontrer la formulation Tera. Alors là, c'est terabit, donc c'est 1000 gigabits. Donc c'est kilo, méga, giga, tera. Kilo, c'est facile. Méga, giga, tera, effectivement, il faut l'apprendre. Alors après, il y en a plein d'autres, pétabit, hexabit, zetabit, yotabit, et ainsi de suite. À chaque fois, c'est 1000, hein, c'est des noms, mais ça, ça, pour le coup, je pense vraiment que vous ne les utiliserez pas. Alors, les unités bis, c'est parce qu'en fait, pour des raisons que je vous épargne, en fait, on utilise une autre mesure qui est des blocs de 8 bits, en fait. Donc vous avez sûrement déjà peut-être entendu parler d'un octet, parce que comme on disait, quand on va vous parler d'un support, on va vous parler, il fait 500 gigaoctets, souvent plus que des bits, c'est beaucoup plus souvent des octets. En fait, il faut juste savoir que c'est 8 fois plus. S-Vital pour information, un octet, en fait, c'est juste 8 bits, c'est 8 fois un 0, 0 ou 1. Et donc, ce que vous voyez marqué sur vos supports, c'est gigaoctet quand il s'agit de giga, c'est un grand G majuscule et un O minuscule. Voilà, c'est exactement la même chose. Vous allez voir le kilo-octet qui est donc 1000 octets, le méga-octet qui est 1000 kilo-octets, le giga-octet qui est 1000 méga-octets. Vous voyez, c'est exactement la même chose, sauf que les octets, c'est 8 fois 1 bit. C'est un petit bloc de 8 bits. Voilà. Donc voilà, un téraoctet. Alors voilà, on est obligé d'en parler parce que si vraiment l'unité de base c'est le bit, c'est 0,1, c'est vrai que dans tout ce qui va être disque dur, quand vous allez acheter un ordinateur, on va vous donner des termes pour la mémoire, pour les espaces de stockage. Ce sera pratiquement tout le temps en octets. Donc c'est pour ça qu'il faut connaître le terme. Donc ce sera des gigaoctets, des téraoctets. Et parfois ce sera écrit, si vous êtes en français c'est des téraoctets, mais parfois, ce sera écrit à la place du O, ce sera un B, parce qu'en anglais, il y a beaucoup de vocabulaire et quand vous achetez des appareils technologiques, il n'est pas rare que la terminologie soit anglophone. Donc simplement, au lieu d'avoir un petit O, vous aurez un petit B, parce qu'au lieu de dire téraoctet, on dira terabyte, parce que c'est B-Y-T-E, ça veut dire byte, c'est la même chose, c'est un octet. Donc voilà. Donc vous allez avoir un disque qui sera peut-être écrit 1 GO ou 1 GB, suivant... Et donc de la même façon, vous avez des pétaoctets, des hexaoctets, et ainsi de suite. Ça, vous pouvez creuser dans Wikipédia, il y en a pléthore. Donc plus concrètement, comment sont faits les fichiers, comment sont faits nos fichiers de données, et où sont-ils? Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de comprendre comment on numérise, comment on passe d'une réalité physique à un objet numérique, donc une suite de 0 et de 1. Alors pour ce faire, moi j'ai choisi d'aborder ça avec l'idée d'une règle du jeu. En fait, on va essayer d'imaginer qu'on ne peut parler qu'avec des... On va se mettre à la place d'un ordinateur qui est un objet à la base tout à fait idiot. C'est parler qu'avec des 0 et des 1. Et on va essayer de comprendre comment, avec ce vocabulaire si restreint de deux mots, finalement, ils arrivent à se parler. Et donc pour ce faire, on va voir qu'en fait, il est toujours question de règles d'un jeu. On établit une règle du jeu qui va permettre entre deux systèmes de communiquer. Donc, pour prendre cela plus concret, en général, on faisait des ateliers parfois vraiment avec des petites briques
des briques jaunes et des briques rouges de Comme type des Lego, Lego, quoi. de type Lego. Et voilà, déjà la première règle du jeu, ça va être de dire on établit que jaune c'est 0. Alors c'est complètement arbitraire, hein. C'est ça l'avantage, c'est qu'on fait comme on veut. Bon après, quand on veut parler entre systèmes, on établit des normes, c'est pour ça qu'on établit des normes. Mais à la base, on peut imaginer ce qu'on veut. Donc on établit une règle stricte que pour transmettre une information, il faut que celui qui émet et celui qui reçoit, en fait, ait la même règle du jeu. C'est comme ça qu'ils vont se comprendre. Donc on prend par exemple ces briques-là, donc on dit qu'une brique jaune c'est un 0 par exemple, et qu'une brique rouge c'est un 1. Donc on peut imaginer que ces deux petits ordinateurs se demandent, ils sont avant le confinement, ils ont encore le droit de manger ensemble, et ils se demandent, passe-moi le sel Raymond s'il te plaît, et alors comment on va faire? On va établir la règle du jeu, on va dire le sel c'est 0, et le poivre c'est 1. Voilà, c'est pas très compliqué, c'est ce qu'on appelle en langage technique une spécification. Donc les ingénieurs, les gens qui travaillent dans la technique et tout, ou ailleurs d'ailleurs, travaillent toujours avec des spécifications. C'est-à-dire, encore une fois, établir la règle du jeu. Donc ça va bien parce que j'avais deux briques et j'avais deux éléments. Donc entre le réel où j'avais mon sel et mon poivre, et puis ma réalité numérique, qui est donc où je n'ai que deux mots 0 et 1, ça se passait bien tant que j'avais que le sel et le poivre. Le problème, c'est quand il y en a un troisième qui arrive, comment je peux faire pour signifier que en fait, je voulais le ketchup, puisque je n'ai que deux briques, et donc deux alternatives. L'idée est simplement d'utiliser deux briques. On va rajouter une brique. Donc quand on va se donner une information, on se dit maintenant, quand on se donne une information, on ne se donne pas une brique, on se donne deux briques. C'est ça la nouvelle règle du jeu. Donc là, on va prendre, alors là on va dire, par exemple, pour le sel, on va dire que c'est 0, 0. Pour le poivre, on va dire que c'est 0, 1, si je pars d'en bas. Alors pareil, ça fait partie de la spécification, je dis je pars d'en bas. Et pour le ketchup, maintenant, je peux dire j'ai 1, 0. Donc, vous voyez, avec deux briques, il s'avère que j'ai 4 possibilités. Si je respecte l'ordre, j'ai 4 possibilités d'arrangement. Parce que j'ai deux jaunes, j'ai jaune, rouge, rouge, jaune et rouge, rouge. Donc, avec deux briques, j'ai 4 possibilités. Donc, je peux indiquer 4 objets du monde réel. Donc, c'est pour ça qu'il est important de prendre en considération l'ordre, parce que si on dit que rouge, jaune et jaune, rouge, c'est pareil, ça me fait une valeur en moins. Ce sont quand même de très très beaux visuels. On avait fait des ateliers, c'était vraiment bien, ça marchait très bien. Hein, que ce soit avec je l'ai fait même avec des enfants en maternelle ou avec des gens de tous âges, ça fonctionne très bien. Alors comment on fait pour numériser maintenant? Par exemple, on va dire, bon là on parlait d'un cas vraiment de base où on avait des objets sur une table à identifier grâce à du numérique. Maintenant on va voir comment on fait cela pour du texte. Là on passe déjà à un cran supérieur, n'est-ce pas? Alors, comme pour le sel et le poivre, il faut, si je vais trop vite ou qu'il y a un terme qui n'est pas clair, n'hésitez pas à mettre un petit message. Oui, vous faites un petit message, on fait une petite pause là de quelques secondes. Voilà, je sais que j'ai tendance à m'emballer, à aller trop vite. Parce que Jérôme, il est au galop là. Donc on respire, on fait une petite pause. Si vous trouvez que ça va trop vite, vous nous faites un petit message sur la zone de chat là, ou si vous êtes perdu, voilà, vous pouvez aussi faire on vous a donné un numéro de téléphone pour envoyer un texto, ou carrément téléphoner. J'ai mon téléphone à portée de main. Voilà. Tout ça est possible. Donc Jérôme repart au galop. Je repars au galop. Donc on a vu qu'avec des combinaisons de deux briques, on pouvait indiquer 4 objets différents. Là, si on parle de texte, voilà, le texte, c'est l'alphabet, la ponctuation, les nombres, les chiffres. Donc voilà, il va falloir coder beaucoup plus que deux informations, 2 ou 4 informations. Et bien, on va faire exactement la même chose, sauf qu'on va prendre un peu plus de briques. Alors là, j'ai pris un exemple avec le mot miel. C'est-à-dire qu'on va réduire un peu pour aller doucement. On va juste prendre 4 lettres. Donc le M, le I, le E et le L. Donc on va faire une table des lettres, donc ça va être notre spécification, notre règle du jeu, on va établir la façon dont on va coder ces lettres-là. Donc combien de bits, donc bit c'est 0 ou 1, combien de bits par lettre? Si un seul bit, on peut faire que 2 choix, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure avec le sel et le poivre, donc on pourrait dire 0 égale M, 1 égale I, mais ça ne sera pas suffisant. Alors on va prendre 2 bits, donc c'est nos 2 briques, et avec 2 briques on se retrouve avec 4 choix. Et donc là, ça fonctionne bien pour le cas où on est ici, puisqu'on avait réduit notre alphabet à juste 4 lettres. Hein, c'est juste pour l'exemple. Et donc, de la même manière, là, comme on avait vu tout à l'heure, pareil, on va identifier par bloc de 2, et on va dire, voilà,
Donc le M c'est jaune-jaune, le I c'est jaune-rouge, le E c'est rouge-jaune et le L c'est rouge-rouge. Je prends comme ordre, ça fait partie de la spécification, je lis depuis le bas de la pile des Lego. Et donc pour faire un mot, je vais envoyer en fait un paquet d'informations. Donc par exemple, si je voulais envoyer dans le tuyau, si je voulais envoyer miel, eh bien je prendrais les briques telles que la spécification me le met à gauche. Donc je dis tiens, il me faut un M, alors M c'est jaune-jaune. Là-dessus je vais empiler le I qui est donc jaune-rouge, le E rouge-jaune et le L qui est rouge-rouge. Et donc en fait je vais envoyer ce paquet, ça fait donc 4 x 2, j'envoie en fait 8 briques. Je vais empiler 8 briques. Et de l'autre côté, la personne qui va recevoir ça va en fait... attends, je regarde juste dans ma présentation, non, je sais pas... Je sais pas, parce que je faisais sûrement l'explication en direct. Donc, quand j'ai empilé mes briques, l'important c'est que je le donne à quelqu'un d'autre, et je lui dis, voilà, chaque lettre est identifiée par 2 briques, donc il faut que et je commence par exemple par le bas, parce que évidemment, l'ordre des lettres est important. Alors il y en avait qui avaient fait, alors on mettait des mots qu'on peut faire avec ces 4 lettres là qui ne veulent pas forcément dire quelque chose, hein. On fait Lim, Émile, enfin des choses comme ça. Mais ça marchait bien, en fait les gens donc vous écrivez votre mot, pour chaque mot vous mettez la combinaison de briques qu'il faut, vous empilez ça, et l'idée c'est de donner ça à un autre groupe de travail, et l'autre groupe de travail décode en fait avec cette spécification, et en général on retrouve bien le mot à chaque fois. Bon là c'est dommage, on n'est pas en présentiel, on ne peut pas faire l'exercice avec les petites briquettes, parce que ça permet bien de comprendre comment on empile l'information et comment on se l'échange. Et comment, donc en fait on code et on décode une information. C'est comme ça en fait le numérique, c'est ça, c'est-à-dire mettre en 0 et en 1, et il faut qu'effectivement bien indiquer la façon dont on dépile ces 0 et ces 1, et donc avec quel nombre de 0 et 1 on utilise. Bon, l'idée, c'est pas que vous compreniez exactement le codage de tout, mais c'est de comprendre le principe, en fait. Donc, là, on va voir pour les fichiers. En fait, chaque fichier a un format. Alors ça, c'est très important, parce que le format, c'est justement la règle du jeu dont on parle. C'est-à-dire que si vous utilisez un fichier, par exemple, si vous utilisez un traitement de texte que vous utilisez dans le monde de LibreOffice, j'en parlais avec Madame hier, se posait le problème que pour son travail, ils n'utilisaient pas LibreOffice, mais ils utilisaient Word. Donc votre programme, il a une règle du jeu pour stocker son fichier. Si vous écrivez une lettre, quand vous faites sauvegarde, il va avoir sa règle du jeu pour mettre ça dans un fichier avec des 0 et des 1 pour que ça sauvegarde toute votre lettre. Mais si vous envoyez donc ce fichier-là à quelqu'un qui utilise un autre programme, s'il n'utilise pas la même règle du jeu, il ne va pas comprendre le fichier. Et c'est justement ce format. Et c'est pour ça que vous avez besoin justement d'utiliser les mêmes programmes. Par exemple, dans un fichier, donc ce que je voyais justement donc avec ma femme hier pour son travail, c'est que dans LibreOffice, si elle veut envoyer un document qui doit être utilisable par des gens qui utilisent un autre logiciel comme Word, justement dans LibreOffice, il s'avère qu'il y a une fonction enregistrée au format Word. Et ainsi, il utilisera, comme il connaît la règle du jeu de son camarade Word, il va enregistrer le fichier, mais avec la règle du jeu de Word. Comme ça, quand Word va prendre son fichier, il saura le décoder et il saura lire le fichier. Donc le format est vraiment très important, parce que ça détermine la façon de le lire. Donc un fichier, souvent le format, si on... Voilà. Donc là, je dis... Le format, quand on a le format qui est identifié, on sait la règle du jeu qu'il faut appliquer pour décoder les 0 et 1 qui sont dedans. Donc en l'occurrence, si nous on avait fait un format qui s'appellerait le format ADN par exemple, alors notre format ça serait que comment on fait un M, un I et un E et un L comme on voyait tout à l'heure avec les briques. Bon, avec ce format là, on pourrait communiquer, s'envoyer des lettres passionnantes avec juste des M, des I, des E et des L. Voilà. Voilà. Donc le format c'est très très important. Donc ici toujours avec ce même format identifié, je décoderai tout ce qui est écrit là de la même façon. Voilà, j'ai écrit millième, avec la même astuce, la même règle de jeu. La règle de jeu étant que, on dit il y a 2 bits par lettre, vous voyez, c'est ça la règle du jeu, et que les lettres on les décode comme ça, 0, 0, 0, 1, 1, 0 et 1, 1 pour M, I, E et L. Ce qui nous permet de recomposer toute cette trame ici en haut.
C'est exactement ça un for. Alors, du coup, c'est évidemment un peu plus compliqué pour les logiciels qu'on utilise, mais l'idée de base, c'est vraiment ça. Alors, on a vu depuis le début, là on avait pris des informations, on avait 4 possibilités. Là on avait utilisé que 4 lettres. Donc avec 2 briques, on a vu qu'on avait 4 possibilités pour identifier des informations. Alors, de la même façon, comme on a vu tout à l'heure avec le ketchup, quand on n'a pas assez de possibilités en fait, eh ben, il suffit en fait de rajouter une brique. Parce que donc si vous avez, par exemple, vous avez 4 combinaisons, vous pouvez prendre ces 4 combinaisons avec lesquelles vous ajoutez un jaune, et ces 4 mêmes combinaisons avec lesquelles vous avez ajouté un rouge. Donc à partir du moment où vous passez de 2 briques à 3 briques, en fait ça multiplie par 2 le nombre de combinaisons. Vous voyez, dans ce cas-là, ici on a toutes les combinaisons avec lesquelles on ajoute du jaune, ensuite les mêmes avec lesquelles on ajoute du rouge. On voit en bas, ça donne 2 fois le nombre de combinaisons qu'on avait. Et donc à chaque fois qu'on va ajouter une brique, on va avoir 2 fois plus de possibilités de... Donc là on a 8, si je rajoute une brique ça fera 16, si je rajoute une brique ce sera 32 possibilités, et ainsi de suite. Et en fait, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, on va aller jusqu'à 8, souvent. À la base on utilisait ça. Et avec 8 briques, vous avez 256 possibilités. 256 possibilités, ça commence à être intéressant, puisque voilà, on a 26 lettres dans l'alphabet, on a 26 lettres majuscules dans l'alphabet. Bon, à partir du moment où on a 256 possibilités, on commence à pouvoir chiffres, à peu près coder du texte et puis de la ponctuation et tout ça. Voilà. Donc au départ, on était beaucoup sur l'octet. C'était un peu, ça permettait de faire déjà tout ce qui est d'ordre alphabétique. Ah ben voilà, c'est ce dont je parle. Donc 26 majuscules, plus 26 minuscules, plus 10 chiffres, plus la ponctuation. Avec 8 briques, vous avez 256 combinaisons possibles. Alors vous pouvez dire... voilà, alors quand vous voyez ça d'un coup, ça fait peur. Mais là, c'est tous les octets qui, en fait, c'est l'équivalent en petites briquettes de tous les octets qui définissent... c'est une spécification qui est hyper connue. Voilà, le A, c'est telle valeur. Le B, alors vous n'avez pas à retenir ça. C'est ça qui est intéressant dans les ordinateurs. C'est que justement, vous n'avez pas à retenir ça. Eux, ils ne pensent qu'à ça. Et cette petite gymnastique là quand on voit ça, c'est effrayant, on ne va jamais retenir tout ça, évidemment. Donc quand on disait tout à l'heure que les ordinateurs sont bêtes, oui, mais alors l'avantage c'est qu'ils sont hyper puissants pour faire ça. Eux, par contre, ça, ils savent faire ça à une vitesse affolante, et c'est ce qui donne toute leur puissance. Donc les chiffres, eh bien, ce sont d'autres empilements. Donc chaque empilement doit évidemment être unique, sinon le décodage ne se passera pas bien du tout. Donc encore une fois, tout ça c'est pour montrer les principes, vous n'avez évidemment pas à retenir toutes ces briquettes et toutes ces combinaisons. Donc voilà, là j'ai d'imaginer un peu comment on peut imaginer que 2 ordinateurs s'envoient un mot par exemple. Donc si on prend là notre idée qu'on n'a plus 2 briques mais 8 par lettre, ou par ponctuation, là on disait que par exemple si l'émetteur là à gauche voulait envoyer le mot coucou à l'ordinateur de droite, eh bien il prendrait les combinaisons de 8 briquettes pour chaque lettre dont il a besoin et ponctuation. Vous voyez, j'ai marqué en bas, il les empile, et tout ça, ça fait un gros paquet de 0 et de 1, mais encore une fois, lui, ça il sait faire à une vitesse affolante, il l'envoie dans le tuyau, et l'autre ordinateur, il sait décoder ça de la même façon, il va prendre 8 par 8, et puis il va retrouver ses lettres, et il va faire ça en une picoseconde, il va savoir lire ça. C'est comme ça que les ordinateurs fonctionnent, en gros. C'est-à-dire qu'ils savent très très bien coder et décoder des empilements de 0,1 selon des règles précises. Et c'est comme ça en fait, par exemple quand j'appuie sur une touche de mon clavier, il y a une petite information qui va être un nombre qui est codé avec des 0 et des 1, qui est envoyé à l'ordinateur. Et par exemple, il sait que quand j'envoie la barre d'espace, là, elle a un code unique, fait un petit empilement, qui correspond à un petit empilement comme ça. Et quand j'envoie ça, l'ordinateur il reçoit ça, il dit tiens, je sais que Jérôme il a appuyé sur la barre d'espace, je fais telle action. En l'occurrence ici, ce logiciel-là, l'action quand on appuie sur la barre d'espace, c'est de passer à la diapositive suivante. Voilà pour ce qui est du principe. Alors, pour ce qui est là on avait parlé de la façon dont on peut mettre en 0 et 1 du texte, eh bien pour les images, ça va être un petit peu différent. Alors les images, c'est considéré comme, faut penser, bon, c'est un monde assez compliqué les images, mais le truc qu'on peut déjà bien intégrer, c'est une histoire, c'est comme une grille. Vous voyez, quand on zoome sur une photo, vous allez voir une grille de points, des points carrés qui composent l'image. Ces points, on les appelle des pixels. Donc en gros, l'idée, ça va être de décomposer une image. On va prendre chaque point, en fait,
chaque pixel a une couleur unique, hein, ce petit carré a une couleur, chaque carré a sa couleur. Et donc le travail, là ça va être assez compliqué, c'est qu'il va falloir prendre tous les petits carrés qui composent cette image, et il y en a un nombre astronomique, hein, parce que c'est des carrés très très fins, donc il y en a énormément. Et puis en gros, il va falloir dire, on peut raisonner ça comme une table, on pourrait dire, je vais prendre tous les pixels en commençant en haut à gauche, je vais aller dans ce sens-là, puis je vais balayer, je vais faire tous les pixels de l'image, et pour chaque pixel, je vais envoyer sa couleur. Je vais la coder avec des 0 et des 1 et je vais empiler tout ça, ce qui va faire un énorme empilement d'informations. Et ça me permet de sauvegarder l'information de toute l'image. Donc je peux envoyer tous ces 0, 1 sur le disque, par exemple, appeler ça ma photo.jpeg. Voilà. C'est un peu l'idée de comment cela est fait. Alors on va voir, pareil, là aussi le programme va falloir bien qu'il établisse une règle du jeu pour comprendre ce que veut dire cette information. Donc l'analogie qu'on peut prendre, c'est par exemple ces petits coloriages qu'on fait pour les enfants, où en fait on va dire telle zone, chaque zone on va la coder avec un nombre qu'on sait mettre en 0 et 1. Donc on va dire la couleur 1 c'est bleu, 2 c'est blanc et ainsi de suite. Et ainsi de suite, et ainsi comme ça quand on a la règle du jeu, si on envoie cette information plus les couleurs, on va savoir recomposer puisque on sait pour chaque couleur ce que je dois afficher. Donc là c'est un peu, hein, c'est pas grave si vous décrochez un peu, ça commence à faire beaucoup de 0 et de 1, mais c'est pour montrer un peu pareil le principe. Donc le problème c'est la couleur d'un pixel, ça peut prendre beaucoup d'informations parce que pour exprimer tous les rouges, tous les bleus, tous les verts, enfin il y a toute une palette de couleurs, ça demande beaucoup de valeurs différentes. Et donc pour chaque pixel j'ai besoin de beaucoup de 0 et de 1, donc voilà, ils sont empilés de cette façon là. On en reparlera tout à l'heure, mais c'est pour cette raison là que la taille d'un fichier de photo est beaucoup plus importante que la taille d'un fichier texte. Voilà, parce qu'il y a beaucoup plus d'informations dans une photo que dans une page de texte, pour prendre cet exemple-là. Voilà. Un texte c'est très léger, parce que même si vous mettez si vous faites une page de 1500 caractères, ça va être 1500 fois 8 bits, si on caricature, c'est un peu plus. Mais si on dit on fait 1500 fois l'information juste de chaque caractère, voilà, en gros vous avez 1500 octets. Alors que pour une image, si vous avez une image qui fait 600 par 400, ça va être des milliers, des millions des milliers de... Et en plus, chaque information va devoir prendre plus d'octets, donc c'est pour ça qu'un fichier image, c'est souvent, même si en plus elles sont compressées, ça, on peut aussi en parler, on a un atelier là-dessus, mais un texte enregistré en brut, ça va être quelques kilo-octets, ou pire, quelques milliers de... Alors que les photos, très souvent, en plus maintenant, les photos ont des résolutions, les grilles dont on parlait sont de plus en plus énormes, pour avoir une définition toujours plus fine. Donc les photos sont facilement, maintenant, font des mégaoctets, quand les textes sont des kilo-octets. Enfin, c'est pour donner un ordre d'idée. Ah bah voilà, c'est ce qu'on disait. Donc un feuillet, un article qui comprend 1500 signes, voilà, ça fait 1500 octets, ce qui fait 12 000 informations 0,1, 12 000 bits. Alors qu'une image 800, 600, c'est pas grand comme image, hein, vos téléphones font des images beaucoup plus grandes que ça. Si on dit que pour chaque pixel, on va avoir besoin de 32,01 pour donner une couleur, eh ben on est déjà à 15 millions de bits. Voilà, cette petite image pour dire un texte, c'est tout petit, une image, ça commence à être conséquent, et une vidéo, c'est sans comparaison possible. C'est pour ça que vous allez avoir, je sais pas, une image, on disait des kilos, un texte, on disait kilos, image, c'est souvent dans le mégabit, et la vidéo, ça peut être, ce qu'il y a sur vos DVD, par exemple, c'est des gigaoctets. Et on ne parle même pas des problèmes de compression. Alors, voilà, donc pour résumer, je matraque, un fichier c'est un paquet de 0 et de 1, il a un format très précis, et il a un emplacement sur votre ordinateur. Il a un nom, ça c'est le nom que vous donnez quand vous sauvegardez la première fois votre document. Et donc sur votre ordinateur, sur votre support
un disque dur ou une clé USB, il va falloir trouver en fait où est stocké ce fichier. Alors en général, ça va dépendre un petit peu des systèmes que vous avez, si c'est Mac ou Linux ou Windows. Ce chemin ne va pas toujours s'exprimer exactement de la même façon, mais c'est toujours un chemin en fait, c'est toujours une hiérarchie en forme d'arbre. Donc au départ, vous avez le support, on va voir un peu comment il s'exprime. Après, sur ce support, vous avez le dossier, des sous-dossiers, si vous connaissez les sous-dossiers. Dans les sous-dossiers, après, vous avez le nom de fichier et son extension. Donc ça va être par exemple support, ça va être mon ordinateur. Souvent, enfin au départ, vous utilisez vous avez un disque principal, par exemple. Pour ceux qui connaissent, ça va être C2 points, par exemple, sur Windows. Bon, mettons que vous avez le support, c'est la racine de votre arbre. Vous avez le dossier, par exemple, mes documents, par exemple. Dans mes documents, il y a, je sais pas, ma gestion. Et puis, après, le nom du fichier, ça va être, je sais pas, moi, ma comptabilité de 2020, point. Alors, ça va être point, si vous utilisez un truc comme Excel, point .xls, par exemple, qui va être l'extension qui détermine le format du fichier. Enfin, ça indique le format du fichier, hein, parce que c'est juste une indication. Voilà. Donc, souvent, alors c'est pas toujours affiché exactement pareil dans vos explorateurs de fichiers, mais vous avez un support. Donc ça va être soit une clé USB, soit votre disque dur principal. Et vous avez dedans, vous avez des dossiers. Alors vous avez souvent un dossier système, là vaut mieux pas trop aller patouiller dedans si vous ne connaissez pas. C'est réservé pour l'ordinateur, c'est lui qui fait sa patouille là-dedans. Et puis vous avez vos dossiers, alors famille, compta, là j'ai mis des exemples. Donc des dossiers, des sous-dossiers. Par exemple, là je suis dans l'exemple, j'aurai mon disque dur principal. Dedans j'ai un dossier ADN56 pour l'association. Dedans j'ai un sous-répertoire admin que j'ai appelé admin. Et puis par exemple encore un sous-répertoire où j'aurai enquête et puis des documents. Donc vous voyez là j'ai des documents de différents types. Alors elles ont des icônes différentes qui sont justement déterminées par l'extension, parce que l'extension, comme on l'a dit, indique le programme qui doit être utilisé pour le décoder, pour le décrypter, pour pouvoir l'afficher et le traiter. Donc là, le fait que ce soit docx, l'ordinateur lui sait que docx, ça doit être ouvert par le traitement de texte. Et en conséquence de quoi, d'ailleurs, il met une petite icône type traitement de texte. Donc quand l'ordinateur sait à quoi correspond l'extension qui est là, eh bien, il met la petite icône du programme correspondant. Et si vous double-cliquez dessus, ça va lancer le programme avec ce fichier-là qui va être traité. Cette notion d'arbre, elle est vraiment très importante, c'est vraiment quelque chose à prendre en tête pour bien comprendre comment toujours sont organisés vos dossiers et sous-dossiers, pour bien comprendre comment après, éventuellement, organiser vos fichiers, la façon dont vous les rangez, puis comment les retrouver facilement. Alors là, j'ai mis des exemples pour voir comment on peut le voir concrètement sur les différents systèmes. Donc ça, c'est un système de fichiers, c'est un ordinateur qui est sous Linux. Alors, c'est un explorateur de fichiers. Hein. Donc, comme beaucoup d'entre vous connaissent surtout Windows, mais pareil, vous avez des raccourcis sur le côté vers certains dossiers privilégiés. Mais ce qui est vraiment important, c'est de savoir trouver l'information de chemin dont on parlait. Donc ici, on voit, j'ai ma racine ici. Je suis dans mon dossier Dropbox, dans mon dossier ASE, Jérôme, perso, et ainsi de suite. Tout ça, ce sont mes sous-dossiers. Et jusqu'au sous-dossier final, ici, il affiche le contenu des dossiers, avec tous les fichiers possibles que j'ai dedans. Sous Mac, ça se présente comme ça. Encore une fois, sur le côté, on a des raccourcis vers des espaces qu'on utilise souvent. Mais de la même façon, ici, alors là, sous Mac, le dossier, on voit, il est affiché en haut. Je crois qu'avec un clic droit, ça affiche tout au-dessus l'arborescence du parcours. Et ici, on a en bas, alors ça dépend des... Je crois que c'est quelque chose qu'il faut mettre dans les options, demander à ce que... Bon, vous ne l'avez pas forcément, mais enfin, vous avez possibilité d'afficher dans votre Explorer, de toujours afficher le chemin vers le dossier où vous êtes actuellement. Donc pareil, ici, on voit disque dur, utilisateur, le nom de l'utilisateur, la Dropbox, et ainsi de suite. Donc ici, on a tout le chemin et les fichiers qui sont dedans. Sous Windows, j'ai un peu coupé un peu court à gauche, on ne voit pas, mais c'est pareil, vous savez, des raccourcis de type mes documents, mes images, mes vidéos, et ainsi de suite. Et ici, on peut voir le dossier pareil en clair.
utilisateur, Dropbox, Other, Jérôme, perso, et l'affichage de tout le contenu du dossier. Donc pour manipuler des fichiers, par exemple, l'une des questions qu'on nous pose souvent, c'est de pouvoir organiser ses photos sur son ordinateur, c'est-à-dire pour savoir les ranger. Ben, c'est vrai qu'il faut essayer de... C'est vraiment un truc à comprendre, c'est cette organisation en dossier sous dossier en ARM, parce que ça permet de savoir bien localiser les informations et les organiser. Alors souvent, oui, vous allez avoir besoin, quand vous êtes sur votre système, quand vous avez des écrans comme ceux-là, pardon, comment je peux revenir en arrière. Voilà, c'est souvent intéressant de savoir utiliser, il y a des icônes, ça c'est des choses à apprendre si vous voulez afficher comme ça, comme c'est ici en liste, ou alors quand par exemple c'est un dossier où il n'y a que des photos, si vous voulez avoir affiché une mosaïque d'images qui vous montre déjà un peu ce qu'il y a dans la photo, toutes ces notions d'affichage à l'écran, c'est intéressant à travailler un peu cette chose-là, parce que si vous avez besoin de manipuler des fichiers, c'est quand même assez pratique de maîtriser ces notions d'affichage. Alors, là, l'idée c'était de montrer un petit peu comment l'ordinateur utilise. On a dit que tout ça, c'est des fichiers. Je crois que l'idée là, c'était de montrer comment fonctionne l'ordinateur, en se disant qu'en gros, encore une fois, c'est très imagé, hein, évidemment. En gros, on a le cerveau de l'ordinateur, hein, que ce soit un téléphone, que ce soit un ordinateur comme celui-là, qui est en gros un cerveau, qui est l'intelligence, qui est le calculateur. Et en fait, nos disques durs ou nos clés USB, ce sont des gros entrepôts où il y a les programmes et les données. Donc vous voyez, quand vous branchez une clé, on a la chance aujourd'hui, et ce n'était pas le cas il n'y a encore pas si longtemps que ça, maintenant on a la chance qu'à partir du moment où on branche physiquement une clé USB sur un ordinateur, eh bien c'est comme si on avait un nouvel entrepôt de plus et il s'affiche et on voit tout de suite, on peut y accéder tout de suite. Et de la même façon que sur notre disque dur, on peut aller parcourir cet autre support. Et il faut voir que ces deux supports, quand je vais montrer l'arbre, c'est donc deux racines différentes d'arbres, de dossiers et de sous-dossiers. Donc quand on branche notre clé USB, apparaît une nouvelle racine, qui est la racine de cet entrepôt-là, où on va avoir toute l'arborescence qui est dedans. Et voilà, alors là c'est quand même important de dire au niveau des programmes et des données, ce qui est intéressant, c'est que on fait aussi des ateliers sur tout ce qui est sauvegarde. Parce que là, on a parlé organisation des fichiers, mais il y a aussi des histoires de sauvegarde. En général, les programmes, la différence, c'est que donc le programme, on se disait tout à l'heure, c'est un peu une machine-outil, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va faire quelque chose. Par exemple, vous permettre de retoucher une image, des logiciels de retouche d'image. C'est un programme, et puis quand vous avez donc cette machine qui vous permet de faire plein de choses, et la matière première, ça va être vos fichiers, ça va être vos données, ça va être les photos. Donc par exemple, dans un programme de retouche d'image, vous allez lancer ce programme, et puis vous allez ouvrir, vous allez chercher ce qui va lui servir de matière première, par exemple une photo. Et donc ça, ce sont des données, c'est quelque chose de entre guillemets statique. Alors le double-clic, en général, sur un programme, ça le démarre. C'est-à-dire que si vous avez une icône LibreOffice sur votre ordinateur, si vous double-cliquez dessus, ça va le démarrer. Et ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que sur un fichier de données, si vous double-cliquez par exemple sur une photo, eh bien il va regarder l'extension de la photo. Si c'est par exemple un point JPEG, il va utiliser le programme qui il déduit de cette extension le programme qui doit être utile pour l'afficher. Alors ça dépendra de votre ordinateur et du programme que vous avez utilisé pour vous sur votre ordinateur pour afficher les photos, mais ça lancera en fait le programme et ça chargera directement le fichier que vous avez choisi. Donc en fait, cette image qui devient un peu compliquée, si on résume un peu ça, vous avez par exemple sur votre disque dur, vous avez un programme ici, là, celui qui est en rose. Imagine, je double-clique dessus, en fait, il va charger ce programme-là, le calculateur, il va prendre ce fichier-là, il va faire ce qu'il faut, il va le démarrer. Et grâce à ce programme-là qui tourne, je peux ouvrir vous allez cliquer généralement sur la petite icône ouvrir. Et par exemple, vous allez choisir votre fichier. Alors, je ne sais pas si mettons qu'on est sous un traitement de texte. Donc je démarre mon traitement de texte, le calculateur le charge, le démarre. Avec des menus, je vais pouvoir aller ouvrir un fichier. Je vais chercher sur mon disque un fichier qui est par exemple ici, mon document. Et puis une fois que je l'ai travaillé, avec le programme je l'ai travaillé,
quand j'ai terminé, ce que je peux faire, je sauve, ça va remplacer ce fichier-là, il va être modifié, ou je peux éventuellement le sauver sous un autre nom à côté, c'est-à-dire que ça va sauver une copie, enfin une nouvelle version. Alors oui, c'est juste un petit mot, je crois qu'on l'a déjà évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire que l'icône n'est pas celle exactement du fichier, mais en fait du programme qui est associé. Alors, accès direct vers... Ah oui, alors les raccourcis que vous avez, c'est vrai, ça peut être important quand vous êtes sur votre bureau, par exemple, souvent on a des raccourcis. Je peux vous montrer un bureau, par exemple. Bon, ça va peut-être être un peu petit pour vous, mais vous voyez ici, j'ai beaucoup en fait d'icônes qui sont des raccourcis. Par exemple, ici, j'ai une icône vers un programme qui s'appelle Audacity. Ça va être difficile à voir, j'imagine, au niveau de la... Comment je pourrais faire ça en gros? Mais en fait, en bas à gauche de l'icône, il y a une petite flèche. Ce qui veut dire qu'en fait, cette petite icône, c'est pas vraiment le programme, c'est juste un programme. D'ailleurs, vous voyez, alors pareil, là c'est un peu petit, mais vous voyez, quand j'ai laissé mon curseur dessus, en blanc écrit en tout petit, vous le voyez peut-être pas, mais c'est marqué emplacement C Program Files x86/Audacity, peu importe pour vous, mais ça veut dire en fait que cette icône, c'est juste pour aller lancer le programme qui est à un certain endroit. C'est pas le programme lui-même qui est là, c'est juste un... Et si je regarde le détail de cette petite chose-là, en fait, c'est pas vraiment un fichier, c'est pas vraiment le fichier programme Audacity, mais c'est en fait un fichier raccourci qui permet de lancer le programme qui lui est à cet endroit-là. Et l'intérêt d'avoir des raccourcis, c'est que si la différence, c'est comme c'est pas le vrai programme, si Jérôme supprime le raccourci Audacity et le met dans la corbeille, c'est que le raccourci qui est dans la corbeille, voilà, et le programme, lui, est toujours sur son disque dur. Ah voilà, je peux grossir, mais voilà. Ce qui fait vraiment la différence, c'est donc ce petit, vous voyez certainement mieux là, par exemple ce document-là, enfin ce répertoire-là, c'est vraiment un répertoire. Parce qu'il n'y a pas de petite flèche. Voilà. Alors que là, la petite flèche, là, qui est, comme je vous montrais par exemple sur Audacity, vous la voyez peut-être un peu mieux, là c'est cette petite flèche qu'on voit, là, cette petite flèche ici en bas à gauche de l'icône. Donc là, si jamais je fais par inadvertance, je fais supr, la touche supr qui va supprimer cette icône, ça n'enlève que ce raccourci vers mon programme, mais ça n'enlève pas le programme. Alors que là, par contre, c'est pour ça qu'il faut y faire très attention, c'est que là, par contre, c'est vraiment un vrai répertoire, j'ai pas une petite icône vers un répertoire là. Alors que je pourrais très bien, si je vais par exemple, enfin bon, non, je ne vais pas vous embrouiller plus, mais voilà, ici c'est un répertoire, ce n'est pas un raccourci vers un répertoire. Donc là, si je fais supprimer, c'est vraiment tout le répertoire et tout ce qu'il y a dedans qui part à la corbeille. Je t'interromps, c'est exactement la même chose que sur nos téléphones portables. Sur nos smartphones, on a des écrans d'accueil. Ce qui s'affiche sur les écrans d'accueil, c'est des raccourcis vers des applications. Autrement dit, si je supprime sur mon écran d'accueil le raccourci agenda, ça ne va pas me supprimer mon application agenda. Ouais, alors ça dépend des téléphones et tout, mais en général, si vous avez la manipulation, on va vous proposer, alors je ne sais pas, sur certains téléphones, on va carrément te dire, est-ce que j'enlève justement, est-ce que j'enlève juste le raccourci, en gros, est-ce que j'enlève juste en fait du présentoir du téléphone, ou est-ce que je désinstalle, voilà, ou est-ce que vraiment je désinstalle tout le programme, ce qui là est beaucoup plus, ouais. Ce qui est différent, ça enlève vraiment le programme. Voilà. Un programme, ça sait traiter un certain nombre de formats. Par exemple, dans le monde du traitement d'image, quand vous installez un programme, vous allez avoir certains formats, enfin la liste des formats, pardon, la liste des formats que ce programme sait traiter, c'est très important parce que si vous vous intéressez à la retouche photo, si vous avez un petit logiciel de base, comme les orienteurs souvent ont un petit logiciel de base, il va savoir traiter quelques formats très basiques d'image, mais si vous allez plus loin dans les formats vectoriels, dans des formats un peu plus avancés de traitement d'image, ben, ce programme-là ne saura pas les traiter. Donc connaître pour un programme les formats qu'il sait traiter, c'est intéressant. Par exemple, tout à l'heure on parlait
la portabilité entre des différentes... par exemple, je ne sais pas ce qu'il en est pour Word, je ne pense pas qu'il s'est sauvegardé au format pour les copains, ça m'étonnerait. Non, c'est le contraire que... Voilà. Alors que le monde du libre, qui est beaucoup plus gentil. Absolument. Mais tu sais bien que son intérêt aussi, que quand vous êtes dans LibreOffice, qui est donc l'équivalent de Word dans le monde du libre, vous avez le menu dont on parlait tout à l'heure qui dit le document qui est là, je vais l'enregistrer, je vais en faire une version au format du copain. Comme ça, lui, il saura l'ouvrir. Ouais, c'est qui ne marche pas dans l'autre sens. Et ça, c'est important de savoir. L'avantage du libre par rapport au format commercial, entre guillemets. Voilà, disons que suivant ce que vous voulez faire, et suivant, il faut savoir quel programme c'est traité, quel format. Donc c'est pour ça que, pour reprendre cet exemple de traitement de texte, on vous explique souvent que c'est pas la peine d'acheter des programmes payants comme Word, Office de Microsoft, puisque avec LibreOffice, on peut enregistrer soit dans le format, c'est ce que vient de dire Jérôme, si je tape mon courrier avec LibreOffice, je l'enregistre, soit au format de LibreOffice, et si je veux le communiquer à quelqu'un qui n'a que Word, je peux lui je peux lui en faire une copie au format Word. Par contre, lui qui n'a que Word, lui ne pourra m'envoyer qu'un fichier Word. Mais comme LibreOffice est sympa, LibreOffice pourra ouvrir son fichier Word. Alors que si je envoie un fichier LibreOffice, lui ne pourra pas l'ouvrir. Voilà. C'est ça toute la force des logiciels libres. Ça dépend des... Enfin, là, pour cet exemple-là, c'est vraiment... c'est ce qu'on appelle la compatibilité. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on va vous dire est-ce que ce fichier est compatible avec tel programme, c'est ça dont on parle. C'est ce qui sait, en gros, est-ce qu'il sait l'ouvrir. Donc il y a des programmes qui savent... par exemple, dans le domaine de la vidéo, vous avez plein de formats différents. Et quand vous allez ouvrir si on vous envoie une vidéo, il y a par exemple des lecteurs très ouverts, comme il y a un lecteur qui s'appelle VLC, que nous on recommande souvent, qui lui sait ouvrir pratiquement tous les formats de vidéo. Il est réputé pour être un de ceux qui sait ouvrir le plus grand. Donc c'est toujours intéressant d'avoir des logiciels qui ont une palette très large de formats, plutôt que d'avoir un logiciel qui est très fermé sur un format. C'est toujours plus intéressant c'est pour ça que, par exemple, VLC, on dit c'est le couteau suisse de la vidéo. Ça fait installez, si vous voulez lire des vidéos, installez VLC sur votre ordinateur, sur votre smartphone, sur votre tablette. C'est un petit programme qui est avec un cône de chantier. Voilà, et c'est un programme gratuit qui est libre, open source. Et très puissant. Très puissant, et avec ça, vous pourrez lire toutes les vidéos possibles et inimaginables. Et donc il y a des formats qui sont très connus, dont beaucoup de formats, beaucoup de programmes savent utiliser. Par exemple, une image.jpeg, qui est un format compressé d'image. Tous les programmes qui font de l'image savent ouvrir une image JPEG. Conclusion. On rabâche. Un fichier, c'est donc un paquet de 0 et de 1 qui sont... alors, il faut savoir repérer son chemin, ça c'est des histoires de localisation et de structure en fait de l'arborescence de votre ordinateur. Il faut savoir si c'est un programme ou une... Alors ça c'est intéressant aussi, ça. C'est vrai que c'est pas toujours évident de savoir effectivement repérer si c'est un programme ou de la donnée. Par exemple, un truc, je sais plus... Pardon si je me répète, je ne sais plus, à un moment on parlait d'histoire de données et de programmes. C'est vrai que quand on parle des ateliers sur les histoires de sauvegarde, il faut toujours sauvegarder les données. En général, pas les programmes, parce qu'un programme, ça se réinstalle justement. Donc en général, sauf cas très particuliers, vous avez un programme avec une licence, une version de programme, bon ça vous pouvez avoir envie de sauvegarder l'installation. Mais même si vous sauvegardez, ça va être le programme d'installation du programme, pas le programme. Il ne faut pas aller dans vos documents, aller fouiller, essayer de sauvegarder Word et tout ça, c'est pas la peine. Si vous changez de machine, vous avez un problème, vous réinstallerez votre traitement de texte. Ce qui est vital, c'est votre comptabilité, c'est vos lettres d'amour, c'est les choses qui vous sont spécifiques, c'est la donnée. Les fichiers de données. Ça c'est vraiment très important. C'est vos photos, vos lettres, c'est ça qu'il faut sauvegarder, pas les programmes. Voilà, le LibreOffice, Word, etc. Vous pourrez toujours le retrouver, toujours le réinstaller sur votre ordinateur.
Par contre, votre courrier, vos photos de famille, etc., si vous ne les avez pas sauvegardées, celles-là, vous ne pourrez pas les retrouver. Donc on sauvegarde ces données et pas ces programmes. Ce n'est pas la peine d'encombrer vos disques durs avec des choses qui n'ont pas besoin Surtout de aujourd'hui, sauvegarder. on a la chance de... C'est vrai qu'avant, on sauvegardait un petit peu, on avait des disquettes avec les programmes d'installation, tout ça, parce que c'était pas toujours... Maintenant, comme on peut avoir toutes les installations sont disponibles en général sur Internet, c'est vrai que ça n'a pas grand intérêt. Et donc, voilà, le format détermine quel programme peut être utilisé, bon, ça on va en reparler. Et donc, oui, très très important, l'important, ce sont vos données, pas les programmes. Eh bien, je crois que nous sommes rendus au bout de cette présentation. Alors, je pense que c'est pas je sais pas si vous avez des petites questions ou des remarques. Si donc avant qu'on arrête, on peut peut-être vous demander si vous avez des petites questions, des petites précisions à poser, de nous faire un petit message pour nous dire si vous avez une question. Voilà, et puis s'il y a des questions, on va essayer d'y répondre, ou des avis, ou des... Sur les images, là je vois sur les images, on fera peut-être un spécifique sur le graphisme, sur les images, on a un atelier là-dessus, on essaiera peut-être de le faire en vidéo. En vidéo aussi. Ouais, j'en profite juste le temps de vous laisser réfléchir si vous avez une question. On parlait tout à l'heure avec Jérôme, donc vous êtes sans doute au courant qu'à partir de demain matin, à partir de ce soir, il y a deuxième confinement. Donc ça veut dire pour nous, pour l'association, qu'on va donc au moins pour 4 semaines arrêter les troquets numériques ici à la Rotonde. Et ça veut dire donc qu'on va par contre continuer ces ateliers en vidéo. Ça, on va les faire régulièrement et vous serez informés par nos mails comme on le fait d'habitude. Et puis on vous proposera également assez rapidement de refaire des réunions, de la visioconférence pour ceux qui le veulent, pour nous permettre de rester un peu en contact et de nous voir les uns les autres et d'échanger les uns les autres. On vous dira tout ça par le canal des mails qu'on envoie régulièrement à nos listes de diffusion. Bon, je vois qu'il n'y a pas l'air d'avoir de... Attends, il y a un petit mot là, de Benoît sur en plein écran. Oui, c'était quand il montrait les petites icônes. Ouais. Donc Anne était parmi nous. Voilà, on a été jusqu'à 12 connectés. Bon, c'est comme la dernière fois. Hein. Est-ce que le chat il marche toujours? Parce qu'il y avait un bug la semaine dernière. Ça a l'air de marcher. Ah d'accord, très bien. Albert nous dit qu'il est preneur pour la visio. Et bien Albert, on fera la visio, on va essayer de... On va faire ça, on va vous proposer ça. Voilà, donc il n'y a pas de questions visiblement sur ce que vous venez de voir. On vous laisse encore quelques secondes. Le chat a l'air de fonctionner jusqu'au bout. C'est mieux que la dernière fois, donc ça c'est pas mal. Anne qui est là, merci Anne. C'est sympa Anne. Bon, on va pas user de la bande passante pour rien. On va couper là et puis on vous tient au courant comme toujours hein, par les lettres de diffusion. On vous salue bien. Au revoir à tous. En vous remerciant et bon courage pour la suite. Pour ces semaines qui pourraient être plus gaies. À bientôt à tous. Salut.